Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Le président du Faso a pris part à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette rencontre qui s'est tenue par visioconférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner d'importants dossiers. Le point dans ce journal. Le mouvement démocrate moderne a officiellement lancé ses activités politiques ce 23 janvier. C'était au cours d'un congrès extraordinaire qui a affiché les ambitions du parti pour les municipales à venir. Au Mali, les organisateurs du meeting du 20 janvier dernier dressent un bilan satisfaisant et annoncent un autre rassemblement le 26 mars prochain. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Je vous l'annonçais en titre, le président du Faso a pris part à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette rencontre qui s'est tenue par visioconférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner d'importants dossiers tels que le rapport 2020 de la Commission, le rapport de la 45e session ordinaire du Conseil de médiation et le rapport de la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. La situation au Mali, le programme de la monnaie unique et l'état de mise en œuvre de la ZLECAf dans l'espace communautaire était également à l'ordre du jour de cette rencontre virtuelle. Écoutons le ministre des Affaires étrangères, il est au micro de Michael Tougri. On peut retenir 4 points essentiels à ce sommet. D'abord, il y a eu un point général qui a été fait sur la tenue des élections pendant le dernier trimestre de l'année 2020. Ces élections qui se sont déroulées, on peut dire des scrutins en tout cas, se sont déroulés globalement sans problème dans les différents pays. Et les chefs d'État qui ont été élus ont été félicités donc par la conférence des chefs d'État. Le deuxième point important, le Mali. Le Mali, dont vous savez bien que la CEDEAO est saisie de la question depuis donc la survenue de la crise au Mali en août 2020. Et à ce niveau, les chefs d'État ont eu à écouter le médiateur de la crise malienne, l'ancien président nigérian Goodluck, qui a fait un point sur l'évolution de la situation. Les autorités maliennes, elles aussi, ont fait un point sur cette évolution, notamment ce qui était prévu, à savoir donc la dissolution du CNSP après la mise en place des organes de la transition. Et les autorités maliennes ont rassuré que c'est quelque chose qui devait se faire bientôt. Et puis également, les chefs d'État ont voulu en savoir plus sur la feuille de route et le plan d'action qui devrait permettre de conduire donc la transition vers les élections. L'autre point qu'on peut noter également, c'est celui de la Covid-19. Comme vous savez, les chefs d'État avaient déjà fait ils avaient déjà tenu un sommet extraordinaire consacré donc à cette question qui est importante. Et l'un des derniers points qui est en relation aussi avec la situation de la Covid-19, c'est la question de la monnaie commune, l'ECO. Comme vous savez, il y a un pacte de convergence qui existait donc entre les États de la CEDEAO. Ce pacte de convergence, on peut dire, a été rompu volontairement donc par les États du fait de la pression de la Covid-19 sur nos économies. Et le constat qui a été fait avec la résurgence donc de la Covid-19, ça a été reporté donc à plus tard. Donc il y a une nouvelle feuille de route. Puisque l'autre feuille de route qui devait nous amener à la monnaie unique en 2020 ne tient plus. On attend une nouvelle feuille de route, mais dans tous les cas, rien ne devrait démarrer avant 2025. C'est un peu cela qu'on peut dire comme conclusion au niveau donc de ce sommet des chefs d'État. Le mouvement démocrate moderne a organisé son tout premier congrès extraordinaire ce 23 janvier pour lancer officiellement ses activités politiques. Un congrès pour adopter les textes statutaires du parti et s'organiser pour les élections municipales à venir. Abdoul Rahim Niénié pour le point. Mouvement démocrate, applaudissez pour vous-même.
Ce premier congrès extraordinaire du MODEM est essentiellement consacré à la recherche de stratégies pour un succès aux élections municipales à venir. Pour parvenir à ce résultat, ce congrès a permis de mieux organiser le parti. Il s'agit de la mise en place des organes du parti et l'adoption des textes statutaires. Mais vous savez qu'à chaque congrès, donc, qui est prévu dans nos statuts, il est renouvelé le bureau ou reconduit en tout cas le bureau, ainsi que le toilettage et les amendements et l'adoption des statuts du règlement intérieur et du manifeste. Et c'est cela que nous allons faire tout de suite. Nous avons dit que donc des stratégies endogènes pour la conquête donc, des municipalités. Ça veut dire que durant ces travaux, nous allons voir les stratégies pour que nous puissions avoir des conseillers et des mairies dans le Burkina Faso. Parce que j'ai dit qu'un homme politique sans mandat du peuple, c'est un arbre sans fruits. Pour le président du parti, malgré la présence de centaines de partis sur la scène politique, les préoccupations majeures des populations restent sans réponse. Et le MODEM se positionne comme un instrument de renforcement de la démocratie et de la résolution des problèmes auxquels le peuple est confronté, comme l'insécurité et la pauvreté. C'est donc un effectif pléthorique dans le paysage politique. À quoi bon créer un nouveau parti, se diront d'autres. Notre analyse est que malgré cette offre, le pays peine à améliorer ses indices de développement et tout reste prioritaire. Cet état de fait, malgré la multitude des partis politiques, fait qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Créé le 21 octobre 2020 par des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC, le mouvement MODEM devient un parti politique le 12 janvier dernier. Le parti est présent dans 27 provinces du pays et l'un des défis des membres est de l'étendre sur tous les territoires dans les prochains mois. Parlons sécurité routière avec l'ONASER, Office national de la sécurité routière, qui a lancé ce 23 janvier l'opération permis de conduire et de formation sur la sécurité routière au profit de 90 membres des clubs de sécurité routière en milieu scolaire. La finalité de cette opération est de contribuer à la réduction des nombres de cas d'accidents impliquant les élèves. Nadine Zongo. Réduire de façon drastique les cas d'accidents de la circulation dans lesquels les élèves sont impliqués. C'est la vision de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Pour y arriver, l'ONASER a opté de former 90 membres des clubs scolaires de sécurité routière sur le code de la route. Par la même occasion, l'ONASER donne la chance à ces derniers de passer les examens du permis de conduire A1 et A. Aucun élève ne devrait rester sur le chemin de l'école parce qu'il est victime d'accident. C'est un engagement fort qui appelle un changement de comportement. Changement de comportement au niveau des parents d'élèves eux-mêmes, qui doivent faire en sorte que les enfants aient les rudiments en matière du code de la route avant de leur remettre un engin. Un engagement du pouvoir public parce qu'il doit travailler à meilleur encadrement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est véritablement un cri de cœur que nous lançons. Également, un engagement formel que nous prenons. Faire en sorte, et nous interpellons du reste la société civile sur cette question, les médias, pour qu'ensemble nous puissions éduquer nos enfants en circulation routière, nous puissions également les amener au respect du code de la route, amener aussi les autres usagers de la route à faire attention, à faire plus attention à cette frange vulnérable. Créé en 2019 pour répondre aux besoins de l'ONASER de se rapprocher des élèves, afin de les sensibiliser sur le code de la route, les CSR, clubs scolaires de sécurité routière, étaient jusque-là inactifs. Selon les élèves, cela s'explique par le manque de formation et de compétences des clubs même sur le code de la route. Les CSSR ont été mis en place en 2019 avec pour objectif d'assurer le relais de l'ONASER auprès des élèves et étudiants. Ils ont entre autres pour mission de contribuer à la mise en œuvre des programmes scolaires et universitaires de sécurité routière, participer à la protection du patrimoine routier. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que ces clubs ont été mis en place depuis 2019, il reste qu'ils ne sont toujours pas opérationnels pour manque de compétences, si je peux ainsi m'exprimer. En effet, les membres des clubs n'ont pas réussi de formation en matière de sécurité routière, toute chose qui rend difficile l'exécution de leur mission. Désormais,
C'est un problème qui appartient au passé. L'équipe de l'ONASER, sous la directive de leur ministère de tutelle, s'impliquera davantage pour l'opérationnalisation de ces clubs placés dans les différents établissements. Non, je pense qu'elle dévance un peu l'iguane dans l'eau. Nous venons d'installer ces clubs de sécurité routière. Nous avons un schéma assez clair pour les opérationnaliser. D'ici là, nous aurons un arrêté interministériel qui va consacrer l'installation formelle de ces clubs-là. Et nous allons mettre en œuvre tous les outils qu'il faut pour leur permettre d'être opérationnels. Et je voudrais également leur annoncer la bonne nouvelle. Ils seront parrainés par des personnes de référence, des hommes politiques, des hommes du monde du sport, des artistes, et qui vont les aider à animer des séances de sensibilisation, des séances de débat télévisés et radiophoniques, et également être un peu leur coach à la matière. Cette initiative de l'ONASER intervient 4 mois après le lancement de la campagne nationale, une année scolaire en toute sécurité. Au total, 90 élèves de 10 établissements de Ouagadougou bénéficieront de cette formation. L'ONASER compte étendre ce projet à 50 établissements du Burkina Faso. Après Ouagadougou, ce sont les établissements scolaires de Bobo-Dioulasso qui bénéficieront de ces formations dans les jours à venir. La gestion des déchets miniers était au cœur d'un cadre d'échange initié par le ministère en charge de l'environnement. L'objectif à terme est de renforcer les capacités des acteurs chargés de la collecte de ces déchets, et cela dans le but d'une meilleure protection de l'environnement. Abdoulrahim Niéye y était, et voici son compte rendu. Le développement de l'activité minière au Burkina Faso a engendré la production d'importantes quantités de déchets qui affectent négativement l'environnement à travers la pollution de l'air, des eaux et du sol. C'est la réalité que décrit le ministère en charge de l'environnement qui entend trouver des solutions pour une meilleure gestion des déchets. C'est tout le sens de cet atelier de formation qui vise à renforcer la capacité des acteurs pour une gestion efficace des déchets miniers. La gestion des déchets de façon globale, et particulièrement des déchets miniers, est une préoccupation pour le ministère en charge de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, avec la société Wenpanga, et je profite ici donc de le remercier, nous avons initié cette formation, cet atelier de formation, pour que les gens prennent d'abord conscience de la nécessité, donc des dangers que cela comporte. Deuxièmement, des procédures administratives qui sont donc déjà adoptées à travers des lois et des règlements qui existent déjà. Et également, que les gens prennent conscience que c'est très mauvais pour l'environnement, mais c'est également très mauvais pour la vie. Cette formation est organisée avec l'accompagnement de la société Wenpanga qui assure depuis 2012 l'enlèvement des déchets miniers. Cependant, elle dit rencontrer d'énormes difficultés et appelle les autorités à faciliter son travail pour l'atteinte des objectifs. Lors des transports, vous savez que ce sont des déchets miniers. Voilà. Donc, qui dit transport des déchets miniers dit utilisation des véhicules couverts. Voilà. Maintenant, sur les voies, souvent, on est obligé de déballer les bâches pour montrer ce qui est dedans. Pourtant, il y a certains de ces déchets qui sont évaporisants, donc ce qui contamine l'environnement. Bon, au niveau, il y a des arrêts, au niveau de la douane ou au niveau des services des eaux et forêts. Donc, si on fait ce stationnement, vous voyez que souvent, il peut y avoir des accidents pour, des déversements, des échappements de gaz qui ne sont pas autorisés et ni conseillés. Simeon Sawadogo a affirmé l'engagement de son département à faire respecter les textes en vigueur pour la protection de l'environnement. Pour ce faire, un dispositif de délivrance d'autorisation de collecte, de transport, de stockage et de valorisation des déchets a été mis en place. Le motif du pain imprimé du 8 mars 2021 est désormais connu. Il a été officiellement présenté à la presse ce 22 janvier. La question du prix ainsi que celle de la protection du pain contre la contrefaçon ont été également abordées lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Denise Zida avec la voix de Abdoulrahim Niéye. Voici le pain imprimé officiel du 8 mars 2021. Produit en 3 couleurs différentes, ce pain fait en coton vient ainsi s'ajouter au pain tissé présenté le 8 décembre 2020. C'est à l'issue d'un appel à la candidature lancé par le ministère en charge de la femme le 19 septembre 2019 que la société Ganitex, ex-Savatex, a été retenue pour proposer le motif des pains imprimés des années 2020 et 2021. Et pour être sélectionnée, cette société a été soumise à certaines conditions. Le ministère
lors de l'ouverture de l'appel à candidature, a précisé au titre des conditions de participation que la prestataire qui serait retenue puisse avoir cette capacité de pouvoir produire en quantité les pagnes. Ça, c'est déjà une condition. Je veux déjà d'entrée de jeu baliser le terrain avant de revenir précisément aux questions. Ça, c'est déjà un critère qui permet de pouvoir maîtriser les choses. Donc, la production en quantité. Et également, au titre des conditions, il y a un critère qui portait sur le fait qu'on devrait pouvoir mettre le pain à disponibilité de toutes les régions. Et pour éviter toute contrefaçon de ce pain de la part des commerçants, il a été enregistré auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le logo du ministère est également protégé par cette organisation internationale. La prestataire a protégé son pain. Vous savez que nous avons l'OAPI qui est une structure présente qui protège un peu les œuvres intellectuelles et tout. Donc, chaque année, les années antérieures, le processus n'était pas entamé, mais chaque année, la prestataire, une fois que son pain est retenu, entame les démarches en vue de voir son pain protégé, de sorte à ce qu'un commerçant ne prenne pas ce motif-là et aller reproduire pour pouvoir commercialiser. En ce qui concerne le prix, il est fixé par le prestataire. Mais la directrice générale de la femme rassure que ça sera à la portée de tous. Avec la prestataire, il y a le prix d'engros d'une balle. Et le prix d'engros d'une balle, c'est 500 000. Et le prix des 3 pains, à elle, son niveau, c'est 5 000 francs. Mais il va de soi que lorsque ce pain va au niveau des détaillants, il y a une marge bénéficiaire qui sera ajoutée afin de permettre à ces différents commerçants-là de pouvoir vendre et en faire des profits. C'est une invite à la population et aux commerçants de pouvoir s'inscrire dans la démarche. Parce que là, il s'agit d'un pain qui a été choisi pour permettre, avec des prix fixés, pour permettre quand même l'accessibilité à bon nombre de femmes. Donc c'est d'appeler en fait à la conscience de tout un chacun. En rappel, le thème de la célébration du 8 mars 2021 est « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Le maire de Ouagadougou, en collaboration avec l'Agence municipale des grands travaux et la Direction générale des services techniques municipaux, a visité jeudi une dizaine de chantiers en cours dans la ville de Ouagadougou. Ce sont entre autres des chantiers d'infrastructures routières, éducatives et sanitaires. À l'issue de la visite, le maire central Armand Pierre Bewende s'est dit satisfait du niveau d'avancement des travaux. Le point avec Sanata Séré et Fatimata Ninkema. Première étape de cette visite du maire et ses collaborateurs, le chantier du parking pour engins de terrassement, situé dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Les travaux de cette infrastructure consistent à construire une plateforme en béton armé et un vestiaire pour conducteurs d'engins de terrassement. Le niveau d'avancement de ces travaux est de 52%. Autre chantier visité par le maire et sa délégation, la gare routière Ouaga-Ouest, d'un niveau d'avancement de 70,42%. Le bâtiment R+2 du lycée municipal de Nagrin et la bâche à eau de 120 mètres cubes au sein du centre de traitement et de valorisation des déchets, qui est en un état d'avancement de 85,20%, ont également été visités par la délégation. Ce matin, effectivement, nous avons procédé à la visite de nombreux chantiers que la ville de Ouagadougou a entrepris depuis un an de cela, qui sont des chantiers de voirie, des chantiers de construction d'infrastructures, et notamment éducatives, des infrastructures également au niveau des mairies d'arrondissement et que nous avons visitées. C'est une satisfaction, j'allais dire générale, parce que ces chantiers ont été des chantiers que nous avons trouvés il y a 4 ans en venant à la mairie, qui étaient en souffrance. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous avons terminés et mieux on a même étendu, notamment les chantiers des lycées.
Et vous avez vu le lycée de Rimvougré qui était en R+1, qui était inachevé. Aujourd'hui, le chantier est en R+2. L'ensemble de ces travaux ont été financés par la mairie de Ouagadougou et ses partenaires financiers, notamment l'Agence française de développement AFD, et son représentant dit être satisfait des différentes réalisations. Très satisfait de la visite sur le terrain, d'autant que on est dans la phase 2 du projet de développement durable de la ville de Ouagadougou, qui est un accompagnement financier de 52 milliards de CFA accordés par la France via l'AFD à l'État burkinabé. Donc je suis très satisfait de la visite des chantiers que nous avons pu effectuer aujourd'hui, à la fois sur les gares routières, Ouaga Ouest, et sur les lots de voirie prioritaires. Ce sont au total une dizaine de chantiers qui ont été visités par le maire de Ouagadougou et sa délégation. Des retards ont été constatés dans l'exécution de certains chantiers et pour cause, la pandémie du coronavirus. La maîtrise d'ouvrage de 4 de ces chantiers ont été assurés par l'agence municipale des grands travaux. La Direction générale des impôts a procédé jeudi dernier à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Direction régionale des impôts de Banfora. Le coût global de ce bâtiment administratif est estimé à un peu plus de 590 millions de francs CFA. Une infrastructure qui vient sans doute booster les recouvrements des recettes fiscales au profit du budget de l'État et de la commune de la cité du Paysan Noir. Joseph Koudougou. La région des Cascades possède désormais une direction régionale des impôts à la hauteur du ministère de l'économie et des finances. Ce joyau offrira de meilleures conditions de travail aux agents et permettra d'améliorer les recouvrements des recettes fiscales au profit du budget de l'État et de la commune de Banfora. Il faut dire que chaque jour que Dieu fait, la Direction générale des impôts fait des efforts pour mettre les collaborateurs, le personnel dans les conditions normales du travail. C'est des efforts immenses qui sont faits pour véritablement nous accompagner dans le travail. Voilà, effectivement, avant que ce bâtiment ne soit réalisé, il faut reconnaître que le personnel au niveau déconcentré dans les cascades ici, en tout cas, il y a des services qui étaient logés dans nos propres bâtiments. Il y a des services également qui étaient logés dans des bâtiments pris en location. Donc, je pense que ce qui vient d'être fait nous permet d'être chez nous. Il y a des fois où les mots ne permettent pas d'exprimer tout ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un DR comblé. C'est une première. Le bâtiment que vous voyez, c'est la première direction régionale à bénéficier de cet accompagnement. Je pense que c'est une marque de confiance de la Direction générale des impôts à notre égard. Tous les mots qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des mots de remerciement et d'engagement. Un bâtiment administratif construit sur une emprise de 825 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 60 agents. Il va peser dans la balance pour l'atteinte des objectifs qui sont énormes cette année à la Direction générale des impôts. Vous savez, au niveau des impôts, c'est le recouvrement. Donc, le recouvrement des recettes. Et donc, cette année, nous avons 944 milliards à recouvrer. Donc il y a une augmentation de plus de 100 milliards par rapport donc à la prévision de 2020. Nous devons nous informatiser, digitaliser nos procédures, les dématérialiser afin donc de faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et le paiement des impôts. Ce nouveau bâtiment de la Direction régionale des impôts des Cascades a coûté un peu plus de 590 millions de francs CFA et financé par le fonds d'équipement. Cette inauguration entre dans le cadre de la 6e rentrée fiscale de la Direction générale des impôts. Canal+ Burkina a franchi le cap des 350 000 abonnés, une performance qui a été célébrée vendredi dernier par les premiers responsables de l'entreprise et leurs collaborateurs. Une soirée festive au cours de laquelle le nouveau directeur général de Canal+ Burkina a été officiellement présenté. Le point avec Sanata Serré.
L'année 2020 a été une année fructueuse pour Canal+ Burkina, selon ses premiers responsables. Au cours de cette année, ce sont plus de 350 000 abonnés qui ont été enregistrés, et ce malgré la situation sanitaire très difficile, marquée par la pandémie du coronavirus. Pour satisfaire davantage à sa clientèle, la structure, par la voix de son directeur général Africa, annonce la mise en place des 4 tendances du marché pour l'avenir. La première, on a déjà beaucoup de familles qui sont abonnées au Burkina sur l'ensemble de l'Afrique et on croit dans la démographie, on croit dans l'électrification, on croit que le nombre de familles qui disposeront d'un téléviseur va beaucoup augmenter dans les années qui viennent. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance importante, c'est que le haut débit à un tarif très bas, fixe ou mobile, va arriver partout. Et donc ça a des changements importants dans nos métiers, notamment en termes d'expérience client. La troisième tendance de marché, c'est que nos abonnés veulent de plus en plus de contenu local, africain, burkinabé, même dans les langues également locales. On a lancé une chaîne il n'y a pas très longtemps en Wolof qui s'appelle Sunuyov, qui a un grand succès au Sénégal, une chaîne en malgache. On a plein de projets dans la production locale et alors c'est très important pour le Burkina qui a une tradition de production cinématographique importante. Et pour marquer leur joie, les travailleurs du Canal+ Burkina ont récompensé le 350 millième client en lui offrant un abonnement tout canal d'une année et un bon d'achat de 350 000 francs CFA. C'est à cause des fêtes. Moi, je voulais suivre les choses à cause de l'enfant. Donc, c'est par rapport à ça on a fait le réabonnement. Et c'est rien que le mardi, on m'a appelé de passer, qu'il y a une surprise pour moi. Donc, je n'étais pas au courant depuis longtemps. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est ma chance aussi. Le mot me manque, mais je remercie tout le monde. Et les responsables, Canal+. Que Dieu donne vraiment longue vie à Canal+. C'est toute une famille et qu'on remercie Dieu aussi pour ça. Que Dieu bénisse Canal+. Par la même occasion, le directeur général Africa de Canal+ a présenté au personnel de la structure leur nouveau directeur général. Ainsi donc, c'est Jonathan Letta qui vient remplacer Aimé Makuta à la tête de Canal+ Burkina. Nous vous l'annoncions en titre, au Mali, les organisateurs du meeting du 20 janvier dernier dressent un bilan plutôt satisfaisant en dépit de l'intervention de la police qui a empêché la tenue de l'activité. Par ailleurs, ils appellent leurs militants à maintenir la pression et annoncent une autre sortie le 26 mars prochain. Le point de la conférence avec notre correspondant sur place, Brahima Soulou. Et ses alliés se disent satisfaits de leur coup malgré la répression subie par les manifestants le 20 janvier dernier. Pour eux, leur sortie a été une réussite. Vous avez donné de l'insomnie à Koulouba la nuit du 19 janvier. C'était de l'insomnie aux Champs-Élysées à Paris la nuit du 19 janvier. Donc bravo à vous. La mobilisation du 20 janvier a été une réussite parfaite parce que les détenteurs de la parole au Mali disent que la plus belle des victoires est celle qu'on remporte sans se battre. Le peuple a déjà déclenché le processus révolutionnaire. Fidèle à son combat, le panafricaniste franco-béninois Kémi Séba fustige de son côté que l'Afrique n'a pas besoin de puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Oui, nous devons par tous les moyens de notre disposition chasser la présence française parce que c'est un crime contre l'humanité sa présence sur le sol africain. C'est une réalité. Mais je dis que si nous faisons venir des partenaires, nous devons avoir un calendrier précis, un début et une fin. Parce que l'Afrique ne doit plus être jamais colonisée par personne sur cette terre. Mais il est hors de question que l'Afrique soit un terrain de jeu pour toutes les puissances étrangères, à l'exception des Africains. Pour maintenir la pression sur les autorités maliennes et françaises, ces anti-présences militaires françaises au Mali appellent leurs partisans à poursuivre la lutte. Nous devons nous organiser pour bâtir une révolution vraie et la libération de la patrie partira de là. Après le Mali, d'autres suivront l'exemple et l'Afrique toute entière sera libérée de la mauvaise gouvernance et de l'impérialisme français. Et c'est là la vérité. Une nouvelle manifestation est prévue le 26 mars prochain. 26 mars, date anniversaire de la chute du régime du dictateur Moussa Traoré en 1991. Et c'est Titi qu'on met un point final à cette édition. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télé interactive.